Bonjour à tous, je poursuis la série sur le rouge. Après une brève histoire du rouge, je vous ai parlé des pigments naturels du rouge. La plupart de ces pigments naturels sont précieux. Par rapport aux autres couleurs, le rouge a ceci de particulier qu'il peut être fabriqué avec des pigments d'origine minérale, végétale, mais aussi d'origine animale. Je vais vous présenter maintenant la chimie de la couleur rouge. Pour introduire cette nouvelle séquence, voici une photo de l'exposition que j'ai faite à Paris en 2016 à la Maison du Brésil. Exposition qui s'appelait Couleurs partagées. On peut définir la chimie comme la science de la transformation de la matière. Donc la chimie des couleurs, c'est à la fois les pigments mais aussi toutes les innovations qui permettent la fabrication de la couleur. Donc, c'est les inventions dans le processus de coloration du verre dans le vitrail, l'usage de la tempéra dans les enluminures, la découverte du glacis dans la peinture à l'huile. C'est toutes les améliorations dans les produits qui participent à l'élaboration de la couleur, les liants, les mordants pour faire tenir la teinture, etc. Mais ici, je vais me focaliser sur le pigment lui-même, c'est-à-dire la substance colorante qui se présente sous forme de poudre. Et d'abord, les pigments artificiels. Donc, on a vu que certaines terres sont naturellement rouges parce qu'elles contiennent de l'hématite, le minerai de fer. Et cette hématite a été utilisée comme pigment rouge depuis le Paléolithique dans les peintures pariétales. L'ocre jaune, lui, il a besoin d'être chauffé pour donner une couleur rouge. Donc, le premier moyen de transformation de la matière, c'est donc le feu. Quand on chauffe certaines terres, on obtient la couleur rouge. Le second moyen de transformation, c'est tout simplement le mélange. Et de tout temps, les hommes utilisent toutes les ressources qui sont à leur disposition et font preuve d'une véritable ingéniosité pour obtenir des couleurs. Dans les pigments naturels, il a été question du cinabre, un minerai naturel composé de sulfate de mercure. Le vermillon, c'est en quelque sorte un cinabre fabriqué. L'usage du vermillon est attesté en Chine, puis en Grèce et à Rome. Il s'agit donc d'un pigment artificiel issu d'un mélange de soufre et de mercure. On a aussi le minium, un procédé similaire mais qui est obtenu à partir du plomb, qui est d'une couleur orangée assez proche du vermillon mais d'une moindre qualité. Le terme, semble-t-il, a été utilisé sans réelle distinction dans l'Antiquité, même au Moyen-Âge, pour parler du cinabre naturel, du vermillon ou du minium. C'est le cas dans Histoire naturelle de Pline l'Ancien. Oublié dans l'Antiquité tardive, le processus de fabrication du vermillon a été réintroduit en Occident par l'intermédiaire de savants arabes au 8e siècle. Et c'est une innovation majeure du Moyen-Âge dans le domaine de l'art, parce qu'en rendant le vermillon abondant, la palette des peintres du Moyen-Âge s'accroît. L'art de cette période est principalement religieux, et il est riche en vermillon, en feuilles d'or et en bleu outremer. Ce sont les trois principales couleurs de la palette médiévale. Le vermillon, de même composition élémentaire que le cinabre, donc, peut être fabriqué presque partout dans des petits creusets. Et donc, il est très répandu, notamment comme encre rouge dans les manuscrits. Après les manuscrits et les enluminures du Moyen-Âge, on passe à la Renaissance, à la découverte de la peinture à l'huile et des glacis. Les glacis, c'est cette couche transparente et légèrement colorée qu'on applique par-dessus une sous-couche et qui magnifie la couleur. Malgré sa toxicité, le vermillon a conquis la palette des peintres du XVe et du XVIe siècle. Ici, on voit le portrait du pape Léon X avec ses cardinaux. C'est une peinture à l'huile de Raphaël qui date des années 1520. On voit toute la subtilité des tons de rouge. La teinte rouge-orangée du vermillon peut être modifiée vers un rouge plus profond et plus subtil par de la laque de Garance, d'origine végétale donc, ou de la laque de cochenille. On a vu ce petit insecte dont les femelles produisent une couleur rouge carmin, l'acide carminique. À partir du XVIe siècle, le vermillon est quasiment industriellement produit à Venise ou en Hollande et l'utilisé dans toute l'Europe. Ici, on peut voir le partage de la tunique du Christ, qui est une œuvre de Le Greco,
qui est conservé à la cathédrale de Tolède et qui a fait l'objet de plusieurs copies issues de l'atelier de Le Greco lui-même, dont à droite l'exemplaire conservé au musée des Beaux-Arts de Lyon. On distingue la différence des tons rouges, à gauche plus vif, plus orangé, probablement du vermillon et peut-être de la laque de Cocheny, et à droite on peut faire l'hypothèse qu'on est plutôt en présence de laque de Garance. En tout cas, on voit toute la subtilité des tons rouges qu'il est possible de produire à la peinture à l'huile. La fabrication de la couleur ne cesse de s'améliorer au fil des siècles. Dans l'art, la technique du glacis, cette couche de couleur toute en transparence, se développe ainsi que les recettes des différents ateliers. Mais je passe rapidement sur le XVIIe pour arriver directement au XVIIIe parce que l'étape suivante dans la chimie des couleurs, c'est l'apparition des pigments synthétiques. Au XVIIIe et au XIXe siècle, les découvertes scientifiques, notamment de Lavoisier, ouvrent la voie à la chimie moderne. Donc Lavoisier, qui est né au milieu du XVIIIe siècle et qui a été guillotiné en 1794 pendant la Terreur, est le père de la chimie moderne et le père de la méthode scientifique, à la fois expérimentale et mathématique. Ici, j'ai choisi de le représenter avec sa femme parce que elle fut aussi sa collaboratrice et c'est vraiment le couple qui faisait les études et des expériences qui étaient souvent ensemble en fait. On parle de Lavoisier, mais il faut aussi parler de sa femme. Donc à partir de ce moment, on assiste à une séparation véritable entre la chimie et l'alchimie. La découverte de la mauvéine par William Perkin et ce qui va suivre va marquer le début de l'ère des pigments synthétiques. Voici William Henry Perkin à l'origine de cette nouvelle ère des pigments synthétiques. Né à Londres en 1838, William Perkin suit dès l'âge de 15 ans les cours du Collège royal de chimie de Londres qui a été fondé au milieu du XIXe siècle par l'époux allemand de la reine Victoria qui s'appelait le prince Albert. Ce prince Albert fait venir le chimiste allemand August Hofmann pour diriger le Collège royal et c'est ce professeur qui devient le maître de Perkin. Il faut dire qu'à ce moment-là, l'Allemagne est déjà à la pointe de la chimie, alors qu'en Grande-Bretagne, la chimie subit la réputation ambiguë du fait de sa proximité avec l'alchimie. Le professeur Hofmann cherche à synthétiser la quinine en laboratoire à partir de goudron charbonnier. L'industrie du gaz d'éclairage, qui est alors en pleine expansion, rejette d'importantes quantités de goudron et elle les donne à ceux qui en font la demande. Le goudron, c'est alors le sujet préféré des étudiants parce qu'il renferme de nombreux composants chimiques, qui sont souvent toxiques, mais ça n'a pas l'air de déranger les étudiants pour faire des expériences maison. Et le professeur Hofmann souhaite faire la synthèse de la quinine parce qu'à cette époque, la quinine était issue d'un végétal et c'était le seul médicament qui venait à bout de la malaria qui touchait les soldats anglais envoyés en Inde. Et pour la petite histoire, cette année-là, pendant les vacances de Pâques 1856, Perkin a alors 18 ans, il se met à expérimenter cette synthèse de la quinine à partir des divers dérivés du goudron, notamment l'aniline. Et en fait, il découvre tout à fait accidentellement un produit noir dont le précipité donne un colorant violet. Alors, il s'amuse à tester le pouvoir colorant de ce produit sur différents tissus, notamment sur de la soie, et il obtient un magnifique mauve qu'il nomme la pourpre de Tyr, en référence bien sûr à la pourpre antique, et qui devient célèbre sous le nom de mauve de Perkin ou mauvéine. Perkin est alors aidé par sa famille pour perfectionner son colorant. Il teste son produit auprès d'une usine de textile qui lui confirme l'importance de sa découverte. Alors il est enthousiaste, il abandonne son activité de chimiste pour se lancer dans la production.
aux grandes dames d'Auguste Hofmann, son professeur, qui est très déçu de perdre son assistant et qui comprend absolument pas qu'on préfère l'industrie à la recherche. Perkin commercialise alors sa découverte sous le nom de Mauveine et la mode du mauve déferle en Europe. Il faut dire que la couleur pourpre avait toujours été réputée comme étant une couleur inabordable. La reine Victoria l'adopte. Et on peut voir que la reine Elisabeth est toujours fidèle à la couleur de son aïeul. Cette photo m'a beaucoup réjouie quand je l'ai trouvée, alors je l'ai glissée dans cette présentation. L'impératrice Eugénie, la femme de Napoléon III, l'adopte également. On la voit arborer cette couleur mauve sur cette toilette et tous ses rubans. Et puis ensuite, l'ensemble de la population peut y avoir accès. Donc on peut dire que Perkin est vraiment le père de la chimie industrielle. Il est considéré comme tel. À sa suite, beaucoup de chimistes lui emboîtent le pas. C'est le début de la chimie industrielle des couleurs. Dans ce nouvel essor, l'Allemagne tire rapidement son épingle du jeu. D'abord parce qu'on a vu l'Allemagne avait une certaine supériorité dans le domaine de la chimie, historiquement, mais aussi l'Allemagne à ce moment-là va se doter d'une puissance juridique dans le domaine des brevets qui va s'avérer essentielle dans cette nouvelle industrie. Après l'histoire de la découverte de la mauveine par Perkin, la synthèse de l'alizarine est une autre étape clé du commencement de l'ère des pigments synthétiques. Dans la présentation précédente, j'ai parlé du pigment naturel d'origine végétale qu'est la garance. Dans un premier temps, c'était une simple teinture des étoffes depuis les temps les plus anciens. Et puis la garance est rentrée dans les magnifiques rouges de la peinture à l'huile quand on a fabriqué la laque de garance en mélangeant l'extrait de racine de garance avec de l'alun, de l'alumine à la Renaissance. Cette laque a été utilisée dans l'art au fil des siècles et au début du 19e siècle, on met au point un procédé encore plus efficace d'extraction de la teinture et de la fabrication du pigment rouge à partir de la garance, un pigment encore plus fort et encore plus vif. Mais c'est en 1826 qu'on atteint une nouvelle étape, quand le chimiste français Pierre-Jean Robiquet découvre que la racine de la garance renferme en réalité deux colorants, l'alizarine rouge et la purpurine, qui est un colorant qui s'affaiblit plus rapidement. Donc en fait, il a identifié l'alizarine. Pierre-Jean Robiquet, c'est un pharmacien et un chimiste qui est connu pour l'identification de l'alizarine, mais aussi pour l'identification de la codéine dans la sphère des médicaments. En fait, il a développé tout au long de sa carrière une démarche pour obtenir des principes actifs à partir de différents organismes vivants. Bon, mais toujours est-il que la production de la garance reste coûteuse et que l'alizarine reste d'origine naturelle. En 1869, l'alizarine devient le premier pigment naturel à être produit synthétiquement, plus ou moins en même temps en Allemagne et en Grande-Bretagne. L'histoire est la suivante. En Grande-Bretagne, c'est encore Perkin qui est le découvreur de l'alizarine, mais un groupe allemand le devance. En fait, deux chimistes allemands sont employés chez BASF, qui est un groupe fondé en 1865 et dont l'activité est les colorants dérivés de goudron, basés sur la récupération de sous-produits du gaz de ville, comme on l'a vu, notamment l'aniline. Et ces deux employés parviennent à reproduire synthétiquement l'alizarine. Cette même année, 1869, le chimiste anglais William Perkin découvre la même synthèse, tout à fait indépendamment de l'équipe allemande. Mais le groupe BASF dépose le brevet un jour avant Perkin. Et c'est donc le groupe BASF qui va commercialiser l'alizarine à partir de 1871 et Perkin n'aura pas de droit sur sa découverte. L'alizarine synthétique peut être produite pour la moitié du coût de la production naturelle. Et donc, au début des années 1870, l'alizarine supplante complètement la garance cultivée en France notamment.
C'est la fin de tous les producteurs du Vaucluse, du midi de la France. C'est terminé. Et l'Allemagne devient le premier producteur de pigments synthétiques et sa suprématie en matière de chimie est alors totale. La garance, c'était la teinture des pantalons d'uniforme de l'armée française de 1829 jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Et c'est surtout à cette couleur qu'on associe en France le mot garance. En fait, certains des manteaux rouges de l'armée britannique étaient aussi teints à la garance, mais les officiers avaient plutôt des tenues écarlates teintes à la cochenille, bien plus coûteuses, et les soldats des teintures à la garance. Et une idée reçue, c'est que le rouge garance des pantalons de l'armée française, notamment à la veille de la guerre 14-18, était en soutien de l'industrie nationale de garance. En fait, c'était vrai au début, en 1829, quand on a choisi cette couleur, mais c'était en effet, à l'époque, on avait développé la culture de la garance et le Vaucluse était le premier producteur de garance en Europe. Mais comme on vient de le voir, c'était totalement fini. Et dans les années 1880, le colorant rouge qui était utilisé pour teindre le drap de laine de l'armée ne provenait plus du tout de la culture de la garance, mais bien de la teinture chimique de l'entreprise BASF en Allemagne. Donc, bref, la France achetait le colorant de synthèse pour ses uniformes militaires aux industriels de la nation ennemie au démarrage de la guerre 14-18. En fait, une fois la guerre commencée, BASF a cessé de fournir les colorants à la France. Et puis, on a aussi choisi de remplacer ce rouge garance par un bleu gris pâle, le bleu horizon, qui était moins visible sur les champs des opérations. La grande nouveauté du 19e et du 20e siècle, c'est l'apparition des fameux marchands de couleurs. En fait, pendant très longtemps, les couleurs ont été définies par leur géographie. La réputation d'un pigment, c'est d'abord son origine, son lieu de production et souvent son lieu de fabrication et donc la garantie de sa qualité. Au 19e et au 20e siècle, on connaît le nom des marchands de couleurs. En fait, les pigments ne se définissent plus du tout par leur géographie, mais par le sérieux du marchand de couleurs, le sérieux de la marque. Il leur reste le nom du lieu parfois ou celui de l'origine de la couleur. Par exemple, quand on parle de rouge vermillon, quand on parle de lac carmin, quand on parle de rouge garance, il s'agit d'un abus de langage parce qu'aujourd'hui, sauf exception qui est précisée, comme par exemple on a la lac de garance véritable, mais sinon on utilise uniquement des pigments synthétiques. Donc on ne devrait plus utiliser ces termes. Par exemple, le rouge de la couleur vermillon, c'est en fait le rouge cadmium. C'est un rouge lumineux avec une pointe d'orangé. On parle aussi de rouge Pompéi pour un rouge profond. Bon, bah là, c'est ni l'origine ni le lieu de fabrication. On a vu qu'il s'agissait du rouge issu du minerai du cinabre, des fresques retrouvées dans les ruines de Pompéi. En réalité, au-delà de ce lexique très charmant et très évocateur, il existe une nomenclature officielle. Les qualités requises pour les pigments sont au nombre de 5. D'abord, la stabilité chimique. Certains pigments sont fugaces. Bon, ceux-là, en général, ils ont disparu des palettes aujourd'hui. Mais comme les pigments sont enrobés par le liant, notamment, les transformations sont souvent très lentes. Et des exemples dans les œuvres d'art anciennes montrent que la dégradation peut aller jusqu'à la destruction de l'ouvrage. Donc, le point important, c'est d'abord la stabilité chimique quand on parle de pigments dans le domaine des beaux-arts. La deuxième chose, c'est la résistance à la lumière. Certains pigments, en effet, ont tendance à se décolorer à la lumière, comme par exemple le pigment lac de l'alizarine, qui a tendance à passer. Aujourd'hui, c'est disponible dans une résistance à la lumière améliorée en général, grâce au progrès de la chimie. Mais voilà, en général, les rouges sont assez fragiles à la lumière. Le troisième point, c'est la compatibilité avec les autres pigments, parce qu'il y a certains pigments qui réagissent entre eux, comme par exemple les pigments qui sont à base de plomb, qui ont tendance à noircir
au contact des pigments qui sont à base de soufre, comme par exemple le cadmium rouge. Le quatrième point, c'est le pouvoir couvrant. En fait, les pigments sont naturellement plus ou moins opaques ou transparents. Bon, il est aussi aujourd'hui possible de donner ces qualités artificiellement, mais globalement, l'opacité dépend à la base de la taille des grains du pigment en poudre et dans une certaine mesure de leur forme. En fait, les grains qui sont gros et plats sont plus couvrants que les grains qui sont petits et ronds. Et enfin, le dernier point, c'est le pouvoir colorant. Donc ça, on peut le vérifier avec des pigments qui tachent durablement le support ou bien d'autres qui s'effacent facilement. Eh bien, les pigments qui tachent sont ceux qui sont les plus colorants. En fait, pour eux, une faible quantité de pigments suffit pour obtenir une belle coloration. Donc ça, c'est important. C'est un point important. Aujourd'hui, il existe une nomenclature des pigments dans le domaine des beaux-arts et vous pouvez trouver sur chaque pot de peinture, sur chaque tube de peinture, une étiquette qui contient un certain nombre d'informations. Donc, des informations relatives à la solidité à la lumière, des informations relatives à l'opacité ou la transparence. On voit un petit carré vide transparent, demi rempli et puis complètement opaque. Donc voilà. Et puis ensuite, on a le code du pigment selon sa référence dans l'index international de la couleur. Donc, toutes les informations, vous pouvez les avoir et c'est intéressant d'y prêter attention quand on achète son matériel de peinture. Voilà, je termine cette présentation de la chimie du rouge par quelques références pour approfondir le sujet. J'espère que cela vous aura intéressé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de votre attention.